Maya Naoum, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors Maya, aujourd'hui nous avons un invité, Christophe Boltanski, pour son livre Les vies de Jacob, paru chez Stock. Oui, alors bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter notre invitation parce que vous êtes très très pris, hein, ça marche très bien. On vous voit partout. N'exagérons rien. On vous voit partout, alors Y on va compris essayer sur Radio J. Alors on va essayer d'être un peu original dans notre interview aujourd'hui. Bon, Christophe Boltanski, vous êtes écrivain, journaliste, reporter de guerre. Vous avez reçu le prix Femina pour La Cache, ce récit qui raconte l'histoire de la famille Boltanski. Et dans l'histoire de votre famille, vous l'avez aussi continué avec Le Guetteur, qui est consacré à votre mère. Alors aujourd'hui, vous publiez Les vies de Jacob chez Stock. Alors, Les vies de Jacob, c'est un album de photos trouvé dans un bac, opus. Et à partir de cet album de photos des puces, vous partez à la rencontre, à la recherche de cet inconnu qui s'appelle Jacob Pchiri. Alors, peut-être, Christophe, décrivez-nous l'album, parce qu'on est à la radio et on l'a pas. Alors, l'album ressemble un peu à un vieux grimoire. Il est en simili-cuir de couleur verte, avec toutes sortes de ridules, un peu poisseux, parce qu'il a traîné sur des étals des marchés aux puces. Quand vous l'ouvrez, donc c'est des pages cartonnées assez épaisses, jaunies par le temps, et sur lesquelles sont alignés un peu comme à la parade, comme ça, des photomatons d'un même homme. Mais pas une, pas deux, pas trois, des dizaines et des dizaines de photomatons, pratiquement toutes en noir et blanc, sauf deux, parce que ces photomatons ont été prises entre 1970 et 1974, et je crois que les premières cabines couleur datent de 1974. Et donc cet objet est extrêmement intriguant, d'autant que c'est un album qui fourmille d'indices. Il y a à la fois des indices sur les photos, si vous voulez, on y reviendra, mais il y a aussi des indices derrière les photos, et il y a également au début et à la fin de l'album, sur les pages de garde, des étiquettes sur lesquelles Jacob Pchiri, puisque son nom y figure, a consigné tous les lieux où il a séjourné ces années-là, et tous les gens qui l'ont recueilli, parce qu'il ne va pas à l'hôtel, il dort chez l'habitant. Et il y a pas moins de 24 adresses. Donc c'est énorme, hein. C'est quelqu'un qui passe son temps à changer de quartier, de ville, de pays. Et la dernière étiquette est évidemment la plus intrigante, parce que sur cette étiquette, il a écrit « Prière en cas d'accident de contacter le consulat d'Israël, 3 rue Rabelais, Paris ». Et donc cette prière qui s'adresse à autrui, et qui fait référence à un accident, donc à une forme de menace, de danger, donne évidemment une toute autre perspective à ce livre, à cet album. Je l'appelle un livre parce que c'est un peu un livre, hein. Il y a un début, un milieu et une fin. C'est un livre. Oui. C'est un livre parce qu'il y a des indications, il y a des écritures, il y a tout, il y a ces étiquettes de malvalise qui sont incroyables. Donc les 3 lieux essentiels, c'est la France, bien sûr. Oui. Bon, le quartier où il a vécu, où il se promène, Barbès, enfin tous ces quartiers-là. Israël, où il va séjourner, où il va partir à l'âge de 14 ans, d'où de Djerba, parce que ce sont des Djerbiens. Tout à fait. Ce sont des Djerbiens, les Pchiri. Et vous, Christophe Boltanski, vous allez partir, parce que vous êtes reporter, vous allez partir. Vous allez aller à Djerba, vous allez aller en Israël, vous allez aller traîner dans le quartier Barbès, etc. Là c'est un travail de reporter que vous faites. Vous faites un travail de journaliste, vous allez enquêter sur lui. Je pense que tous les romanciers, à un moment donné, font un travail de journaliste. Vous savez, quand vous lisez les carnets, justement, de reportages d'Émile Zola avant d'écrire Les Rougemont Macabres, il fait du journalisme, hein. Il va à la bourse pour écrire l'argent, il va dans les mines pour Germinal. Il y a toujours ce travail préalable. Mais la différence, je pense, moi je dis toujours... Parce que je suis journaliste et je suis écrivain, et donc on me demande souvent, mais quelle est la différence entre les deux ? Quelle est la différence, oui. Et je dis, moi, toujours que le journaliste, on attend de lui des réponses.
Si vous ne fournissez pas des réponses, je pense vous ou Oui. moi, on a de sérieux problèmes. Un écrivain, il pose des questions. Il pose des questions et des questions qui, généralement, d'ailleurs, c'est souvent d'ailleurs toujours la même question, posée différemment, et souvent cette question reste sans réponse. Alors justement, avant d'aller plus avant dans le livre-album, euh, pour moi, ce qui est très très intéressant dans votre histoire et dans l'histoire Pchiri-Boltanski, c'est effectivement toutes ces ressemblances et ces miroirs que j'y ai trouvés. Alors, vous écrivez là-dessus, Maya, dans le dernier numéro d'octobre de Vanity Fair, vous avez tout un article justement sur ce thème. Sur les vies de Jacob. Et donc, à découvrir absolument. Alors, vous insistez justement sur les effets miroirs entre la famille Boltanski et l'histoire de Jacob Pchiri, l'exil du pays d'origine. Je sais que c'est un thème qui vous tient très à cœur pour toutes les raisons. Vous avez ça en commun tous les deux, bien sûr. Et votre mère, apparemment, a le même syndrome de Diogène que Jacob. Oui. Alors, justement, qu'en pensez-vous ? Oui, c'est ça qui est très étrange, Christophe, dans ce que dit Lise. C'est que moi, c'est vrai que chacun... L'écrivain va faire son enquête et propose quelque chose. Le lecteur, il propose aussi quelque chose. Mm-hmm. Et moi, ce que j'ai proposé dans ce regard-là que j'ai eu de cette histoire incroyable, c'est que j'arrêtais pas de voir des ressemblances entre les Boltanski. Alors les Naoum, n'en parlons pas, mais c'est pareil. Les Pchiri, les Boltanski, enfin, vous avez une histoire pas commune du tout. Vous êtes d'Odessa, ils sont de Djerba. Mais quand vous m'avez dit un jour, l'histoire, elle vient vous chercher. C'est pas vous qui cherchez l'histoire. C'est ça, en fait. Hein. Mais oui, complètement, parce que c'est ça qui est très, très étrange. Au début, donc, je me retrouve avec cet album d'un inconnu, même si ce n'est pas un anonyme, mais qui, très vite, me semble familier. Il y a quelque chose en lui qui me pousse à en vouloir en savoir plus et effectivement, plus j'avancerai dans mon enquête, plus je vais découvrir toutes ces similitudes extrêmement troublantes entre sa propre histoire et mon histoire familiale. Mais évidemment, au départ, je ne connais absolument pas tout cela. Et je vois ces sourires un peu figés. Et puis, je vois que derrière ce sourire, il y a une inquiétude, il y a un questionnement. Bien sûr. Il y a évidemment une quête d'identité, puisqu'il s'agit quand même de photos d'identité. Il y a aussi des mises en abîme, parce que sur certaines photos, il montre une petite photo dans ses mains, et je n'apprendrai que bien plus tard qu'il s'agit de la photo de son père, mais on voit bien qu'il y a un regard qui étonné quand il porte cette photo, comme s'il demandait au lecteur, mais qui suis-je ? Et donc, toutes ces questions-là, évidemment, elles font écho en moi. Et voilà, c'est vrai qu'un visage, en fait, dit beaucoup de choses. Il transparaît énormément de choses à travers un visage. A fortiori, quand on parle de 369 visages d'un même homme, il y a tout un langage non verbal qui s'exprime à travers ces traits et qui vont effectivement entrer en résonance avec moi. Oui, mais je vous pousse plus loin. C'est-à-dire que c'est vrai, tout ça, le visage, vous êtes un lecteur apparemment de Lévinas convaincu. Non, mais quand vous dites moi, j'entends Boltanski, enfin j'entends toute cette histoire Boltanski. C'est-à-dire Christian, votre oncle qui nous a quittés le 14 juillet dernier, votre grand-père, Étienne, et toute cette chose, tout cela porte une histoire. Tout cela porte une histoire. Je serais curieuse d'ailleurs si vos filles, comment vos filles dans 20 ans ou dans 30 ans porteront tout ça. J'ai l'impression qu'il y a cette chaîne qui existe chez les Pchiri de l'exil, c'est-à-dire chez eux de Djerba, je veux dire, le fin fond du monde, et chez vous d'Odessa, du fin fond du monde aussi, puisque c'est des lieux vides de votre histoire. Tout à fait. Il y a c'est des plus de lieux juifs, à part la communauté absolument. de Djerba, mais c'est des lieux vides de votre histoire. Et c'est en ça que je dis, est-ce que dans l'inconscient le plus dingue des psychanalystes les plus géniaux, il n'y a pas eu, en voyant ça, Jacob, parce que vous voyez les étiquettes, vous voyez, un truc qui s'allume. Vous savez, moi je crois que les morts nous parlent. Hein.
Oui, oui. Vous savez, j'ai fini par retrouver les enfants de Jacob que vous Voilà. connaissez, qui sont des gens merveilleux. Et son fils, la première fois qu'on se voit, il me dit, tu sais, parce qu'il m'a tout de suite tutoyé, Oui. tu sais, je ne crois pas au hasard. Et effectivement, je suis assez d'accord avec lui. Moi, je ne crois pas tout à fait au hasard. Donc il y a quelque chose effectivement de cette nature-là. Mais à commencer par l'objet lui-même, toutes ces photos rappelaient le travail de mon oncle Voilà. Christian, terriblement, parce que mon Christian a, dans toute son œuvre, il utilise des photos d'anonymes, de Suisses morts, des photos d'enfants d'école. Récemment, on m'a envoyé ce qu'il avait fait sur une école du Marais qui s'appelle rue de l'Ave Maria, Oui. et sur laquelle c'est une photo de classe de 1942, donc juste au moment où La rafle. juste avant la rafle du Valdiv, et certains enfants portent l'étoile jaune, d'autres pas. Et donc il a fait tout un travail là-dessus sur ces enfants qui, en fonction effectivement de cette petite chose Sur ce qu'ils cousue étaient devenus. sur leurs vêtements, pas sur ce qu'ils sont devenus, sur ce qu'ils, parce que ça il ne le sait pas, mais cette Mhm. chose implacable Oui. qui vous tombe dessus, et qui désigne à la mort certaines personnes et pas d'autres. Et donc voilà, tout ça, évidemment, quand je vois l'album de Jacob, je pense à tout cela. Donc, et, et encore une fois, Jacob fait cet album en 70-74. Mon oncle commence Oui, à- la famille D, là, je sais plus comment elle s'appelait, la voilà, famille de on est à Christian. peu près aussi dans C'est ces cette époque. années-là, à peu près dans ces années-là. Donc, vous voyez, tous ces points communs, tous ces hasards, toutes ces coïncidences qui sont effectivement troublantes. Mais Jacob est un artiste pour vous? Je ne peux qu'à poser des questions, donc c'est pour ça que le livre en fait est construit. Vous savez, il y a à la fois ma quête, hein, où là j'utilise le je et le il à son propos, et puis entrecoupé de chapitres où j'essaye d'imaginer les vies possibles de Jacob. Donc où là je m'adresse à lui et je le tutoie, puisque on a utilisé le tutoiement dans la famille Pchiri tout de suite, et parce qu'aussi il y a cette complicité que j'ai sentie avec lui. Et donc là, j'imagine effectivement tout ce qu'il a pu vouloir faire. Et donc je l'imagine artiste, oui, il a fait des études aux Beaux-Arts, il a fait aussi des études en architecture. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux qui peint, ça je l'apprendrai bien après, Mais qui qui est termine en étant aussi le patron de la Evra qui est aussi Kadisha. calligraphe, et qui termine effectivement en étant le directeur de la Revra Kadisha de Paris. Ce qui est complètement fou. Pour quelqu'un comme vous, vous allez me trouver obsessionnel, qui quand même a un oncle qui a beaucoup parlé de la mort, et Oui, dont la mort était vraiment voilà, sa matrice. Enfin, il y avait tout quelque à chose. fait. Christian Boltanski a parlé de la mort comme, enfin, a travaillé la mort comme personne, Oui, oui. et pas du tout de façon morbide, au Non, contraire, c'est l'homme le plus vivant qui le soit. plus vivant qui Oui, soit. oui. Et vous travaillez sur un homme qui a été le patron le directeur de la Evra Kadisha. C'est quand même fou. Encore une ressemblance qui est C'est complètement vrai, folle. tout à Qu'est-ce que fait. ça a changé chez vous, ce livre? Parce qu'on ne Je- sort je- jamais indemne de ça. c'est- Non, je pense qu'on écrit toujours pour essayer de travailler ce qui vous travaille, de revisiter ce qui vous... peut-être des failles en vous, hein, aussi. Hein. Il y a des failles dans Jacob, mais qui font peut-être aussi écho à des failles que j'ai moi en moi-même, hein. Euh, mais c'est vrai que d'abord, j'étais extrêmement ému quand je suis allé à Djerba. C'est le quartier, parce que maintenant c'est un quartier de Arak et Bira, où se concentre la communauté juive de Djerba, est un quartier incroyablement vivant. Je pensais que c'était une communauté qui Mais c'est les disparaissait, derniers. Hein. que c'était les derniers. Et en fait, depuis quelques années, il y a un renouveau démographique, et on le voit aux constructions un peu foutraques, aux mains qui sont de couleurs, qui sont de rouge sur les murs des façades. Et ça m'a extrêmement touché. Et la Revra Kadisha, dont je ne connaissais absolument pas ce que ça Oui, parce que chez représentait. les Boltanski, il n'y avait pas de Non, rite funéraire. du tout. Il y a même Peut-être un qu'on peut rejet de la rappeler quand mort. même ce qu'est la Revra Kadisha pour nos auditeurs qui nous écoutent. Bah, c'est donc la société du dernier Oui. devoir, hein. Ce sont des gens donc parce que dans le judaïsme, hein, la période entre la mort et l'inhumation est une période extrêmement
dangereuse, extrêmement périlleuse. Il y a l'ange de la mort qui rôde, il y a le défunt qui est en grande souffrance. Et donc, il faut d'abord que cette période soit la plus courte possible. Il faut vraiment que le corps soit enterré le plus vite, si possible, dans les 24 heures. Il faut aussi veiller sur ce corps. Il ne faut pas le laisser seul. Et il y a évidemment toutes sortes de choses à faire. Il y a des prières, il y a une toilette, il y a des psaumes, tout un rituel dont les membres de la Revra Kedisha ne parlent pas. Ils n'ont pas le droit même de dire ce qu'ils ont fait précisément. Donc ça, j'ai essayé de comprendre ce que c'était, comprendre ce que c'était que ce rapport physique à la mort. Parce qu'on a perdu évidemment ce lien-là. La mort est devenue anonyme, elle se passe à l'hôpital, loin du foyer, etc. Et en plus, quand j'écrivais tout cela, on était en pleine pandémie du Covid. Avec toutes les dérives qu'on a connues. Où la mort nous est revenue en boomerang. C'est cette mort que nos sociétés n'ont eu de cesse que de nier, d'oublier. Elle était quotidienne. La mort des proches, la mort, des bilans, des statistiques, des chiffres de mort quotidiens. Et les corps interdits. Oui, les corps qui étaient porteurs potentiellement de la maladie. Donc tout ça, évidemment, s'est mélangé. Et j'ai compris que pour Jacob, ça a été un immense sacrifice qu'il a fait, parce que c'était un sacerdoce, il y a consacré 14 ans de sa vie, et il y a en fait tout sacrifié parce que la mort n'arrête jamais, donc il est appelé nuit et jour, il y a sacrifié sa famille, son temps, sa santé, et il a traversé, parce qu'il y a aussi, il y a aussi toutes sortes de choses extrêmement dures, quand quelqu'un meurt sans témoin, une autopsie est réclamée par la justice, et donc il faut être présent parce que pour s'assurer que l'intégrité du corps est respectée. Et donc il est présent à l'Institut médico-légal dans des moments, pas nuit et jour, mais régulièrement, et dans des moments en plus extrêmement difficiles. Donc il est présent au moment de l'autopsie de Ilan Halimi, de Sébastien Selam, donc voilà, des corps qui ont été en plus torturés, martyrisés. Mais c'est un kaddish que vous lui avez fait, quand même. Parce que tout livre. Je pense que tout livre est un kaddish. Est un kaddish. Tout livre de ce genre-là est un kaddish. Et je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes, je ne sais pas, je ne connais pas votre âme, mais vous êtes plutôt à distance du judaïsme, en tous les cas du judaïsme pratiquant, tout ça. Enfin, c'est compliqué. Tout ça est compliqué. Très, très compliqué. Mais vous faites un kaddish pour votre grand-père et votre grand-mère, et voilà, dans La Cache, avec leur histoire incroyable que je recommande quand même, pour ceux qui n'ont pas lu La Cache. Vous faites un kaddish incroyable à votre mère dans Le Guetteur, quand même. Vous réhabilitez cette femme formidable qui a été formidable. Et là, sur un inconnu, vous faites un kaddish formidable. On va peut-être rabbin, là. Hein. Voilà. Ce qu'il faut absolument, c'est évidemment lire le livre de Christophe Boltanski, Les Vies de Jacob, paru chez Stock. Merci beaucoup, Maya Naoum. Merci, Christophe Boltanski. Merci. Et quand vous le souhaitez sur Radio J. Venez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Merci. Un papier, un crayon, et c'est parti pour les bonnes adresses de Radio J. Au programme de l'ECUJ Espace Culturel.